Édition spéciale sur France 24, on va vivre en direct les premiers vœux à la presse du quinquennat de François Hollande. Vous allez découvrir l'image en direct d'un président de la République qui se tient à droite de votre écran. À gauche, eh bien, en ce moment, c'est le président de l'association des journalistes français qui fait, on va dire, Gauthier Rybinski, une sorte d'état des lieux de la presse française. On suivra donc l'intervention du chef de l'État dans un instant. En attendant, on va parler peut-être du contexte particulier, on va dire grave, de cette intervention de François Hollande qui a lieu en pleine intervention militaire de la France au Mali. Oui, d'autant plus que c'est une guerre, on l'a dit et répété ici sur cette antenne, et c'est grâce au talent de nos reporters que nous pouvons en savoir plus, mais c'est une guerre où on a peu d'images, où on voit peu de choses, et où d'ailleurs les militaires français s'emploient à en montrer le moins possible. Il y a donc là un hiatus qui devrait être abordé entre le chef de l'État et les représentants du journalisme français et de la presse. C'est évidemment important parce que, vous l'avez dit, c'est les premiers vœux à la presse du quinquennat de François Hollande, dans un contexte où il est un chef de guerre, c'est-à-dire où il est le chef suprême des armées, tel que la Constitution lui confère le droit, à un moment précisément où la France est probablement plus engagée qu'elle n'aurait souhaité l'être dans cette affaire malienne. Je vous rappelle qu'il y a quelque temps encore, la France voyait son rôle comme un rôle de soutien, logistique, épauler, encadrer un certain nombre de forces africaines, dont l'armée malienne, mais en aucun cas de stopper elle-même des avancées islamistes. Et tout a basculé vendredi soir. À la demande du pouvoir malien ou de ce qu'il en reste. On a dit à François Hollande, on lui a dit, si dans 2 heures rien n'est fait, eh bien les islamistes du nord Mali pénétreront par Sévaré, par cette ville de Sévaré où il y a une piste d'aérodrome, eh bien ils pénétreront vers le sud Mali et Bamako sera à leur merci. C'est à partir de ce moment-là que le chef de l'État a décidé de faire entrer les armées en lice. C'est à partir de ce moment-là aussi que petit à petit, il s'est rendu compte que cette situation ne pouvait être réglée qu'à partir du moment où l'on pouvait stopper aussi plus au nord de cette ligne les contingents, les auxiliaires, les nouveaux apports, les afflux de djihadistes islamistes qui eux aussi avaient tendance à refluer vers le sud. Résultat, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, nous sommes vers l'acheminement d'à peu près 2500 troupes françaises à terme vers ce théâtre d'opération malien. On attend entre 2000 et 3300 hommes de la CEDEAO, c'est-à-dire la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et du développement et des États de l'Afrique de l'Ouest, tout ça parrainé par l'Union africaine, afin effectivement de reconquérir le Mali. Il n'y a pas d'autre mot possible. Troisième événement, et vous l'avez souligné dans votre précédent journal, Arnaud, c'est la capacité de représailles de groupes islamistes. On ne peut pas encore, évidemment, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, établir une cause à effet, mais il y a eu un enlèvement d'un Français et de 5 Japonais en territoire algérien, dans le sud. Cela pose problème parce que cela voudrait dire que l'Algérie, même si elle a fermé ses frontières, comme elle l'a affirmé, eh bien, ne peut pas contrôler des milliers et des milliers de kilomètres de désert, et qu'à ce moment-là, les islamistes, dont je vous rappelle que la plupart sont des anciens du groupe salafiste pour la prédication et le combat algérien, eh bien, ça voudrait dire qu'ils peuvent trouver refuge en territoire algérien. Voilà le tableau brossé rapidement dans lequel se trouve François Hollande, et il aura forcément à y répondre devant l'ensemble de ce panel journalistique. C'est une tradition en France, et je crois que voilà, il va s'adresser sous peu aux journalistes. Et on écoute François Hollande après ses applaudissements. Monsieur le Président, je vous remercie pour vos propos. D'abord d'avoir évoqué cette cérémonie de vœux qui, pour je ne sais quelle raison, avait été un moment suspendu. Mais je ne pouvais pas manquer de chercher à vous revoir le plus vite possible, tant il a été rappelé que votre compagnie pouvait me manquer.
même si j'ai régulièrement l'impression que nous sommes toujours ensemble, même quand vous n'êtes pas là. Vous avez eu aussi la délicatesse de rappeler que ma vie politique avait commencé il y a 30 ans. Mais en fait, mes premiers souvenirs de jeune, pas encore citoyen, c'était avec une télévision où il n'y avait qu'une seule chaîne. La seconde est arrivée que bien plus tard, me permettant de trouver des débats à la télévision qui ont gravé ma mémoire. À cette époque, la communication présidentielle était quand même plus simple qu'aujourd'hui. Le général de Gaulle s'invitait, parfois même n'avait pas besoin de s'inviter, il était chez lui. Ensuite, le temps passé, Georges Pompidou avait parlé de Voix de la France pour la télévision publique, qui n'est d'ailleurs que publique à l'époque. J'imagine mal un président aujourd'hui tenir de tels propos. Puis, les lois sont venues et l'indépendance, autant qu'il a été possible, a été instituée. Faut-il encore qu'elle soit respectée? Je veux aussi vous dire que ces vœux à la presse se déroulent dans un contexte que chacun comprend comme exceptionnel. Et je voulais, avant de répondre à vos questions sur l'avenir de notre relation ou de votre profession, vous parler tout simplement de l'avenir de l'opération que nous avons engagée au Mali. Cette décision que j'ai prise vendredi dernier était nécessaire. Si ce choix n'avait pas été fait, la question ne serait plus de savoir quand, puisqu'il serait trop tard. Le Mali aurait été conquis entièrement et les terroristes seraient aujourd'hui en situation de force, pas simplement pour soumettre la population malienne à un ordre qu'elle ne veut pas, mais également pour faire pression sur l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest. Cette décision nécessaire est également légitime. Elle s'est inscrite dans la légalité internationale, à partir des résolutions du Conseil de sécurité, de la Charte des Nations unies, et la France, si elle a été la première, ne sera pas seule, puisqu'elle est soutenue par l'Europe, appuyée même par beaucoup de ces pays d'Europe, et également, elle a eu encore lundi soir le soutien du Conseil de sécurité. Mais surtout, cette décision n'est pas seulement celle de la France, puisque nous avons comme mission de confier à la force africaine, qui d'ailleurs n'est pas limitée aux sols africains, ce qu'on appelle la MISMA, le devoir, l'obligation d'assurer l'intégrité du Mali. Cette décision, elle est lourde de conséquences, puisqu'elle mobilise nos forces armées. Et nous avons pu constater avec quel courage nos soldats sont entrés dans cette bataille. L'un d'eux, dès les premières heures de l'affrontement, est mort. Je salue la mémoire de Damien Boiteux. Une cérémonie hier s'est tenue. Et je veux aussi exprimer notre solidarité à l'égard de sa famille, à l'égard de tous ceux qui combattent sous le drapeau français, en l'occurrence aujourd'hui sous le drapeau des Nations unies. Je veux aussi avoir une pensée particulière pour ces agents de la DGSE qui sont allés chercher, au péril de leur vie, un des leurs, connu sous le nom de Denis Alex, et qui était retenu depuis 3 ans et demi dans des conditions abominables. Cette opération, je l'ai décidée il y a plusieurs semaines. Elle était prévue ce jour-là, ou plus exactement cette nuit-là. Elle aurait pu réussir. Elle devait réussir. Mais en même temps,
aussi lourdes soient les conséquences, puisqu'il y a eu la mort, l'assassinat de l'otage et 2 soldats qui sont tués, je revendique cette opération pleinement, car c'est aussi un message que nous envoyons. La France ne peut pas accepter que ses ressortissants soient détenus. Nous prenons tous les contacts pour que les libérations puissent intervenir dans les meilleures conditions. Et encore aujourd'hui, vous imaginez que je pense à chaque instant à la situation de nos otages. Je recevrai encore prochainement leurs familles. Mais je veux dire aussi ce qu'est la position de la France. C'est en étant ferme, y compris en intervenant comme nous le faisons au Mali, que nous faisons céder les ravisseurs et les preneurs d'otages. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette intervention, son caractère nécessaire, sa légitimité, la solidarité qui nous est donnée par la communauté internationale, par les Européens, également la mobilisation des Africains. Cette opération, elle est soutenue non seulement par les pays africains riverains du Mali, mais plus largement par l'ensemble de l'Afrique, dans toute sa diversité. Et en outre, quel plus beau retour de légitimité, de confiance pouvons-nous avoir que d'entendre ces Maliens de loin, ceux qui ont souffert, souffrent encore de la domination des terroristes et qui espèrent s'en libérer, ou ceux qui vivent ici et qui ont des contacts avec les Maliens du Mali et qui nous disent leur confiance et qui nous donnent une fierté. Parce que la France, elle libère. Parce que la France, elle porte des valeurs. Elle n'a aucun intérêt au Mali. Elle ne défend aucun calcul économique ou politique. Elle est au service simplement de la paix. Et vous, femmes et hommes de presse qui suivez courageusement ces conflits, sachez bien que je respecterai pleinement, strictement, le discours que j'ai prononcé à Dakar et qui montrait qu'il y avait une autre doctrine pour la relation entre la France et l'Afrique. Cette intervention qui occupe une large place dans vos organes de presse, elle ne doit pas occulter la politique du gouvernement. Et j'aurai à y revenir au cours des prochains jours. Et les priorités que j'ai fixées pour l'année 2013. La première étant l'emploi, avec cette volonté que vous pouvez, c'est vrai, mettre non pas en cause quant à son affirmation, mais quant à ses résultats possibles. C'est votre devoir, c'est votre droit. Mais ma responsabilité, c'est de faire en sorte que sur la question de la lutte contre le chômage, tous les moyens économiques, sociaux, législatifs soient utilisés pour que nous puissions avoir l'inversion de la courbe du chômage. De la même manière, j'ai dit que la jeunesse devait rester la priorité, pas simplement de l'année 2013, du quinquennat. Pourquoi ? Parce que les chiffres encore en témoignent. Nous sommes le pays d'Europe qui a la démographie la plus active, qui arrive à renouveler ses générations. Et nous devons en tirer, au-delà du sentiment de fierté ou de la vitalité de nos familles françaises, que je défends, mais nous devons en tirer aussi les conclusions. C'est que dès lors que nous avons cette confiance dans l'avenir, nous devons tout mettre à la disposition de la génération qui vient pour qu'elle réussisse son destin. D'où les réformes que nous engageons en matière d'éducation, mais aussi de formation. Et puis la dernière priorité que j'ai fixée, qui se déclinera tout au long de l'année 2013, c'est la préparation de l'avenir, l'investissement dans tous les domaines, en allant chercher les capitaux partout, ici, à travers une épargne abondante en France, ailleurs,
à travers des investissements qui peuvent se faire à certaines conditions dans notre pays, et notamment à travers des fonds communs avec un certain nombre de pays qui souhaitent placer leur confiance dans notre industrie, mais de le faire en bonne intelligence avec nous. Cette intervention dont je parlais au Mali, elle ne doit pas occulter non plus les autres sujets internationaux, et notamment ce qui se passe en Syrie, ou encore récemment, il y a eu à l'aéroport d'Alep un certain nombre d'attentats, à l'université aussi, et avec des conséquences terribles. Et puisque je parle devant vous, vous qui assurez la liberté de la presse dans le monde, je veux que nous puissions avoir aussi une pensée pour vos camarades qui sont morts en faisant leur métier, 89 dans le monde, et qui ont été tués tout simplement parce qu'ils voulaient faire connaître les exactions ou les massacres que des dictateurs ou d'autres se livraient dans tel ou tel pays. Et en Syrie, 2 journalistes français, Gilles Jacquier et Rémi Hochlik, sont morts pour avoir décidé de couvrir le sursaut du peuple syrien. Alors vous m'avez interrogé, Monsieur le Président, sur la liberté de la presse en France. Nous devons montrer l'exemple, être une référence. Je ne parle pas de vous, je ne me permettrai pas, mais je parle de nous, ceux qui assurons, les ministres sont là, l'indépendance, le pluralisme et la vie de la presse. Car aujourd'hui, respecter le pluralisme et l'indépendance n'est pas simplement donner des moyens juridiques, c'est de veiller à ce qu'il puisse y avoir encore une presse libre, indépendante, politique, faisant son travail. Alors, nous allons prendre un certain nombre de décisions. Parce que la crise de la presse, elle est à la fois conjoncturelle et structurelle. Elle est conjoncturelle, je ne vous apprends rien, dès lors qu'il y a un ralentissement économique, toutes les activités sont touchées. Mais celle de presse encore davantage, et celle de presse écrite plus particulièrement. Et vous avez parfois, je parle aux patrons de presse, réagi en augmentant encore le prix, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'accès même à l'information. La crise, elle est surtout structurelle, avec Internet et surtout la gratuité, qui laisse penser qu'il n'y aurait plus d'informations qui auraient un prix, alors que vous savez tous quel est le prix pour aller chercher l'information. Nous devons donc faire en sorte que cette transition numérique aboutisse à de nouvelles exigences, puisqu'elle vous contraint à inventer de nouveaux modèles économiques. Certains marchent déjà, avec une presse numérique semi-gratuite, avec aussi une presse écrite qui se transforme pour être aussi une presse numérique, mais qui est obligée de consentir des sacrifices importants, de faire des investissements lourds, sans avoir les recettes correspondantes à travers le numérique. Donc face à cette situation, plusieurs décisions ont déjà été prises. Il y a le dossier Presstalis. Pour éviter, nous l'avons fait, un dépôt de bilan, mais ça ne suffit pas, pour faire en sorte que nous puissions accompagner l'entreprise et permettre qu'il puisse y avoir une distribution assurée de journaux. Car quand un titre ne paraît pas, et même si l'on trouve la traduction sur le numérique, c'est une privation d'une liberté. Je respecte les mouvements sociaux, je respecte les conflits tels qu'ils peuvent à un moment être organisés, mais il faut que chacun sache les conséquences de ces actes, car s'il n'y a plus de presse, il n'y aura plus aussi de travailleurs pour fabriquer les journaux et d'autres pour les distribuer. Je pense aussi à cette question des points de vente. Vous avez rappelé, Monsieur le Président, que j'aimais la presse. D'ailleurs, j'aime les journalistes, vous l'avez dit aussi, qui me le rendent bien. Donc, mais j'aime les kiosquiers. C'est une profession essentielle qui a conduit beaucoup de jeunes, quand j'étais jeune,
à croire à la presse, à aller chercher son titre, à avoir une information. Or, et ça c'est un devoir qui appartient aux villes de France, nous devons maintenir un réseau de distribution. Et puis il y a les aides à la presse, qui représentent des sommes importantes, dont on annonce toujours la réforme. Il y a même eu des états généraux qui ont été constitués en 2008, qui n'ont abouti à aucune révolution. Et donc, nous aurons à revoir les aides à la presse. Il y a des contradictions d'intérêts, y compris entre vous, entre celles et ceux qui travaillent dans une presse magazine par rapport à une presse d'information, mais c'est toute la presse qui est concernée. Donc, nous aurons à revoir ces aides à la presse et avec une volonté de mettre la presse d'information politique et générale au premier rang des titres qui doivent bénéficier de ces aides. Donc, au cours de l'année 2013, la ministre de la Culture présentera cette réforme et également les moyens de favoriser l'accompagnement des titres qui souhaitent aller vers le numérique. Puisque je parle du numérique, il y a là aussi plusieurs principes à poser. D'abord, le partage de la valeur. Il est normal que ceux qui tirent profit de l'information produite par votre travail participent à sa prise en charge. Ça sera le sens donc de la contribution des moteurs de recherche au financement de la presse, ce qu'on a appelé la taxe Google. Mais il n'y a pas que Google. Et donc, il y a en ce moment des négociations. Et si les négociations n'aboutissent pas, il y aura une disposition législative et fiscale qui sera introduite. De la même manière, le second principe, au-delà du partage de la valeur, c'est la solidarité. C'était l'esprit d'une loi qui s'appelait la loi Bichet, loi de 1947 sur la distribution des journaux. Elle rappelle tout simplement que la presse est une, même si elle n'est pas unique, heureusement. Et donc, nous avons besoin de ce partage, là aussi, de responsabilité. Il y a aussi la solidarité interprofessionnelle pour les messageries. Je souhaite là encore qu'un accord soit trouvé, sinon l'État interviendra. Enfin, je n'oublie pas la presse audiovisuelle. Je réaffirme ici qu'il y aura une loi sur l'audiovisuel qui rapprochera le CSA de ce qu'on appelle l'ARCEP et qui définira les règles concernant les nominations, puisque, conformément à un engagement, c'est maintenant cette autorité, le CSA, ou ce qui prendra sa place, qui assurera la nomination des responsables des chaînes publiques. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. D'abord, un message de confiance dans les relations qui sont les nôtres. Vous m'avez interrogé. C'est toujours un dilemme pour le président de la République. Soit il est trop proche et il devient banal, je n'ose pas dire normal, soit il est distant et il s'isole, il s'enferme. Donc j'essaye de trouver la bonne posture, suffisamment proche pour rester près de vous et néanmoins suffisamment distant pour, pas simplement dans les moments graves que nous traversons, faire comprendre aux Français que le pays est dirigé et que donc, nous savons où nous allons et que nous le faisons avec esprit de responsabilité, d'apaisement même. Il est normal que dans une société, il y ait des débats sur de grandes questions. C'est toujours ainsi que nous avons assumé, pas forcément en étant d'accord au départ, les grandes évolutions. Moi, je respecte toutes les sensibilités, enfin celles qui sont dans le champ démocratique, celles qui font le choix de la République, celles qui s'attachent à la liberté. Chacun peut avoir après sa conception. Mais ensuite, le débat a lieu, son cadre est le Parlement, les décisions sont prises. Et ensuite, si une alternance arrive, ça peut se produire, d'autres choix peuvent être faits. Il ne s'agit pas d'opposer une France contre une autre, parce que chacun peut avoir même des sentiments mélangés. Mais il s'agit que la France puisse savoir, là encore, ce que doit être son destin. Et il y a des modernisations que je veux conduire. Il en sera de même d'ailleurs pour les évolutions institutionnelles.
Sur ensuite le rapport que nous pouvons avoir aussi, c'est de faire que vous puissiez autant que possible travailler avec le respect des sources qui sont les vôtres. Il y aura là aussi une disposition législative qui sera introduite pour protéger vos sources. Ne craignez rien là-dessus. D'abord parce que l'indépendance de la justice sera garantie, et ensuite parce que nous ne cherchons pas qui vous informe. Ce serait d'ailleurs un très mauvais calcul, car on découvrirait souvent que c'est au plus haut niveau que l'information vient. Donc, là encore, je souhaite que nous ayons une relation apaisée, pacifiée, et que nous nous respections les uns les autres. Voilà les mots que je souhaitais vous adresser, souhaitant une bonne année à la presse, qui peut être aussi une bonne année pour le président de la République. Ce n'est pas incompatible. Merci. Voilà pour ces premiers vœux du quinquennat de François Hollande à la presse dans un contexte, Gauthier Rybinski, il l'a dit, très particulier. Pas d'informations précises, pas d'annonce particulière concernant notamment cette nouvelle phase de la mission Serval qui va maintenant procéder à des combats au sol après les raids aériens. Non, si vous voulez, c'est un petit peu la règle du jeu de ce genre de cérémonie où le président de l'association des journalistes s'adresse de manière parfois aigre-douce, comique ou ampoulée au président de la République, lequel accepte de bon gré ce genre de tonalité. Alors là, évidemment, c'était compliqué parce qu'on parle d'un pays en guerre. On n'a pas eu beaucoup d'informations, si ce n'est cette volonté réaffirmée, réitérée, martelée par la France de montrer qu'elle n'est pas seule, qu'elle obéit à la légalité internationale, qu'elle bénéficie du soutien de l'Europe, qu'elle bénéficie du soutien des États-Unis et des pays africains. Tout cela, ça fait beaucoup. On sait que c'est à la marge, que parfois certains pays, par exemple comme les États-Unis, ne sont absolument pas persuadés que la solution militaire soit une solution viable et profitable et bénéfique. Et malgré tout, donc, le chef de l'État qui fait référence toujours à l'ONU, aux dispositions, aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, ça c'est parfaitement exact, qui fait allusion au soutien européen. Là, on connaît les dissensions européennes. On sait que, par exemple, Angela Merkel, la chancelière allemande, est sur le fond politiquement assez en accord avec François Hollande, mais qu'elle dit, armer, par exemple, ou former des soldats maliens, où vont-ils aller ensuite? Vont-ils être des soldats de la reconstruction de la souveraineté malienne, ou bien, à nouveau, des pilleurs s'associant à tel ou tel putschiste? Vous voyez, donc il y a des interrogations de fond au niveau de l'Europe. Cela confirme une chose d'ailleurs qui est d'une banalité affligeante, il n'y a pas de défense européenne. Mais dans ce type d'exercice, on n'entre pas dans la polémique, simplement le président français a abordé ce sujet avec la gravité qui convenait et surtout en revendiquant, c'est ça qui est important je crois, c'est en revendiquant en tant que chef des armées l'ensemble des opérations, c'est-à-dire qu'il a fait allusion aussi à cette tentative ratée en Somalie, donc d'élargir à un otage français, et il dit je revendique cela parce que, et c'est probablement le plus important de son discours, parce qu'il y a un signal de fermeté et d'intransigeance à montrer à l'ensemble de la mouvance islamiste. Dire à cette mouvance, vous ne pouvez pas avancer plus, la France ne laissera pas faire. Le problème, c'est que pour l'instant, dans ce conflit, la France est relativement isolée, avec tous les risques de critique que ça comporte sur le néocolonialisme, sur la façon dont on pratique la guerre, sur la façon dont on pratique le renseignement. Et vous le voyez aussi, quand certaines opérations ratent, ou bien lorsqu'il y a des morts, des soldats français morts, eh bien cela frappe l'opinion publique. Et ces représailles, ces risques, on l'a évoqué, de cette attaque qui aurait eu lieu ce matin dans le sud de l'Algérie, a-t-elle un lien avec l'intervention de la France au Mali? Vraisemblablement, en tout cas, une attaque qui aurait fait au moins une victime française, kidnappée ou pas, tuée. Ça s'est passé sur une plateforme de British Petroleum. On y reviendra bien sûr. On reviendra bien sûr aussi à l'Élysée pour l'analyse plus
politique avec Roselyne Febvre sur ce François Hollande dans des habits de chef de guerre du fait du contexte de l'intervention au Mali. On se retrouve à 13h heure de Paris. Restez avec nous sur France 24.